on a créé un sport de combat qui utilise comme outil les sabres laser et on base tout sur l'efficacité de la touche. Moi qui suis la saga depuis tout petit et jusqu'à maintenant et qui est touché à la saga via différents supports, hein, la BD, comme je disais, les livres, mais aussi les jeux de rôle, les jeux de plateau, etc., les jeux vidéo. Il est clair que connaissant bien les geeks, on avait une petite idée derrière la tête de dire bah tiens, au lieu de rester dans votre ordinateur ou devant votre télé, venez à la salle, vous allez rester un peu dans votre univers, sauf que là, c'est presque pour de vrai que vous allez utiliser un sabre laser et combattre avec. On a même prévu après d'adapter des petits accessoires pour les fans de la saga pour qu'ils puissent agrémenter leur poignet, pour des raisons esthétiques. C'est une discipline qui existe plus pour reprendre un peu les scènes de combat de la saga. Il existe différentes académies dans le monde entier, hein, il y en a des centaines, qui tournent plus vers la reproduction des scènes de combat des films. Et il y a certaines comme la nôtre, qui proposent du sport de combat avec le sabre laser. George Lucas a eu l'idée un jour de créer une arme originale dans un futur lointain ou peut-être un passé lointain, qui s'appelle le sabre laser. Et ça a inspiré beaucoup de monde. Beaucoup de monde, beaucoup de fans, beaucoup de cascadeurs aussi. Et à travers les films, on a pu voir l'évolution de l'utilisation du sabre laser et des choses qui ont commencé à se mettre en place au fur et à mesure des films. Et des spécialistes d'arts martiaux, donc des cascadeurs comme je disais, ont créé des façons de combattre. Alors en fait, les différents profils ici, étonnamment, on a de tout. On a évidemment des fans de Star Wars, on a des sportifs, des sportifs qui ont fait du sport très longtemps et qui ont touché un peu à tout. Et puis on a des gens, j'ai envie de dire du commun, ni sportifs, ni geeks, ni fans de Star Wars, qui ont décidé comme ça, en voyant cette nouvelle discipline, de se lancer dans le sport et de commencer à connaître aussi un peu tout l'univers qui tourne autour du sabre laser. Donc en plus de fabriquer des R2D2, ben, je suis props builder, comme je disais. Donc j'ai fabriqué par exemple un casque Daft Punk, celui de Thomas Bangalter. Et je fabrique aussi des sabres laser, bien sûr, en tant que fan de Star Wars. Alors celui-ci, ben, c'était une base, c'était un sabre que j'avais acheté il y a quelques années. Donc je l'ai complètement démonté, donc qui fait du son, bien sûr. Il y a un système de diode laser que j'ai rajouté. Il y a un accéléromètre aussi à l'intérieur, ce qui permet que dès que l'on fait des mouvements, on a les bruits comme dans le vrai. Et après, ben, tout a été démonté. Je vais rajouter moi des petites pièces spécifiques à celui du réveil de la force, qui ressemble beaucoup au sabre de l'Empire contre-attaque. Moi qui suis un vieux geek, et comme je disais, on est dans la revanche des geeks, évidemment que Star Wars fait partie de notre culture. Moi qui ai enseigné l'escrime pendant très longtemps, la culture en escrime, c'était beaucoup les mousquetaires, les pirates, Zorro, etc. Et ça a été très vite remplacé, pas par moi, hein, mais par les élèves, par les petits, par des chevaliers Jedi, des seigneurs Sith. Effectivement, le Star Wars fait partie de notre culture aujourd'hui, est très implanté dans la vie de tous les jours. Avec des phrases un petit peu restées dans l'air du temps, enfin dans la culture en général en fait. Alors évidemment il y a les phrases de Yoda lui-même, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, ou alors personne par la guerre ne devient grand, mais il y a aussi les grandes phrases qui sont rentrées dans la conscience collective, comme le côté obscur de la force, ou que la force soit avec toi. Hey, Luke. May the force be with you.
Oui, c'est iconique dans le sens où même quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars ou qui n'aime pas la science-fiction ou ce genre de film va connaître quelques répliques, va connaître quelques icônes centrales comme Dark Vador, voilà. Donc cette imprégnation dans la culture populaire, c'est vraiment l'essence même du mot populaire, extrêmement important, ce qui fait que, en effet, c'est connu de tous. Pour moi, le caractère transgénérationnel de Star Wars est surtout lié à sa densité. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui sortent en permanence, le flow est continu, et donc toutes les générations qui s'intéressent par définition aux choses qui sortent pour leur âge, dans leur génération, vont pouvoir continuer à s'y intéresser. Si Star Wars était sorti en une fois, ça serait resté culte dans une génération, mais comme le flux est continu, chaque génération peut se l'approprier. Nous, on le voit régulièrement. On va sur des conventions, on va rencontrer des fans. Toutes les personnes qui ont entre 30, 40, voire 50 et plus vont venir se diriger pour se reprendre en photo sur des costumes trilogie, parce que voilà, c'est leur époque. Les 25-30 ans vont plus venir sur du costume prélogie, parce que c'est ce qu'ils ont connu et ce qu'ils ont pu voir au cinéma. Et tous les petits bouts de chou, en règle générale, se dirigent vers du costume Clone Wars ou correspondant au dessin animé. D'ailleurs, Disney joue à fond là-dessus, parce que moi, par exemple, j'aurais été tenté de montrer à ma petite fille de 3-4 ans Star Wars, mais c'est un peu trop violent, enfin voilà. Et Disney, en sortant des dessins animés, avec déjà les Clone Wars, etc., joue à fond le côté intergénérationnel, quoi, en faisant des œuvres Star Wars que des enfants peuvent regarder. Comme ça, les parents qui ont été biberonnés à Star Wars montrent Clone Wars à leurs enfants, et puis comme ça, le lien se fait. Hein. Donc justement, il faut s'intéresser aux différents groupes qui rendent vivants ces cultures-là. C'est justement pour ça que c'est vivant. Sinon, c'est un film qui a plus de 30 ans, Star Wars. Donc ça serait mort depuis longtemps sans ces gens qui les font vivre. On s'étale sur 39 ans, donc forcément, très peu de films ont fait ça. Même les sagas, même les grosses trilogies, ça s'est étalé maximum sur 6-8 années. À 10 années peut-être pour Harry Potter, mais elle a une des plus grosses derrière Star Wars. Mais c'est tout. Et après, une fois que ça tombe, l'engouement tombe aussi, quoi. Alors là, tu as tout s'étale de 1995 jusqu'à 2016. Là, tu as 21 ans de figurines étalées sur le mur, rangées par date de sortie et par collection. Donc l'idéal pour retrouver sa figurine qui n'a été éditée qu'une seule fois en 2002, par exemple, ou choses comme ça. Là, j'ai quelques produits vintage en loose, quelques-uns en boîte. Hein. Donc voilà, le vintage qui est un peu revenu en force ces derniers temps. Les figurines, il faut compter de 15 à 35 € à peu près pour une figurine en loose, complète avec armes. Après, pour des figurines en boîte, par exemple, le Jabba est à 150 parce qu'il est complet dans sa boîte d'origine, dans un certain état, mais assez propre. Là-haut, tu peux retrouver pas mal de statues en résine numérotées, la plupart à 1500 exemplaires. Donc là, c'est vraiment du collector qui s'adresse à un public vraiment de collectionneurs, parce que c'est quand même un certain budget. Hein. Chaque pièce, ça commence à peu près à entre 300 et 400 € la pièce. Ouais, il y a tout. Voilà. On va construire vite, je te dis, quoi. Bon, on trouve qu'il y a quand même des gens preneurs pour ce genre de pièces-là, effectivement. Quand on met le doigt dedans dans une collection, c'est comme tout, on a envie d'aller jusqu'au bout, donc on la continue. Alors, ma collection, c'est tout ce que vous pouvez voir ici autour, toute cette variété de choses. Donc ça correspond à tout ce qui est prime alimentaire, par exemple, pour ce qui est ici. Mais il y a aussi les livres, les figurines, tout ce qui est aussi correspond donc aux films. Donc tous les making-of, les affiches de cinéma ou les photos de cinéma aussi. Il y a aussi des produits un peu plus importants, des livres. Là, ce sont effectivement les blisters, les anciens blisters de 1980. Donc là aussi que je conserve avec beaucoup de précautions. Là, c'est notre partie, donc c'est toute la partie des vaisseaux, des 3,5 pouces avec tous les vaisseaux de différentes époques, là aussi, puisqu'il y a le même vaisseau acheté en 1980 ou en 1997, avec tous les faucons. Ah bah, y a un vrai goût pour la collection et l'accumulation, parce que justement, le principe d'une collection, c'est qu'on n'arrive jamais à la fin. Si on arrive à la fin d'une collection, ça n'a pas de sens, on n'a plus rien à faire. Ouais, c'est plus une addiction, oui, devenu une addiction, effectivement, c'est le terme. Mais je suis un fan fou peut-être, qui collectionne à foison. Je connais certaines personnes qui se sont contentées, par exemple, dans un univers Yoda ou dans un univers de livres. Mais moi, je fais un peu tout et peut-être trop même. Ce qui m'oblige à avoir beaucoup de place et aussi à peut-être pas profiter de tout.
Ce qui revient généralement, c'est plutôt une espèce d'étrangeté. Ils sont un peu bizarres, ils parlent une autre langue. Ce qui d'ailleurs, le mot geek, étymologiquement, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre quand il parle. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc c'est un sentiment d'étrangeté, mais je pense que justement, il suffit de s'intéresser 5 minutes à quelqu'un pour se rendre compte qu'il est juste passionné, qu'il va nous raconter son histoire et que ça peut être intéressant. Et ça peut être le cas pour tous les domaines. Tout ce qui est papeterie, les produits alimentaires, donc tout ce qui est pour les fast-foods. Là aussi, il y a eu donc un fournisseur de téléphone qui avait fait un téléphone spécifique pour Star Wars, des jeux de plateau ou des jeux et des bouées aussi là pour la piscine. C'est très hétéroclite, oui, tout à fait. Aussi bien en termes de produits que d'origine, puisque en fait, il y a aussi bien des produits français que des produits anglais, américains ou européens. J'ai même des cassettes vidéo du Japon qu'un ami m'avait rapporté exprès à cette époque-là. Et donc, il faut aussi reconnaître que finalement, on vit dans un monde compliqué et que peut-être qu'un peu tout le monde a des choses qui permettent de continuer à vivre. Je pense que le point commun, c'est quand même que l'époque va pas très très bien et que il y a quand même un genre de refuge peut-être dans ce monde. Ah, tout à fait, oui, ça a changé comme moi beaucoup la vie de beaucoup de personnes et c'est ancré en nous et donc en fait c'est presque une façon de vivre aussi, une way of life. Donc c'est une façon de voir la vie autrement et puis donc la vie de tous les jours aussi, puisque maintenant, comme je disais, je collectionne beaucoup, donc ne serait-ce que chaque déplacement, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a toujours l'esprit Star Wars qui est là, aller au marchand de journaux, voir s'il n'y a pas une revue, aller dans un magasin de jouets, voir s'il n'y a pas le jouet ou le prodeur qui est un peu spécifique du pays ou de la localisation où on est. C'est aussi une manière de montrer son identité, c'est une manière comme une autre de dire « moi je suis un petit peu plus fan que toi, je suis un peu plus fan que mon voisin ». C'est la distinction finalement, parce que justement comme tout le monde a accès à l'objet Star Wars, pour dire « moi c'est un peu plus important pour moi », on va aller plus loin dans la connaissance, plus loin dans la collection, plus loin dans l'immersion et aussi plus loin dans la création. Ce qui m'apporte, c'est de faire rentrer cet univers Star Wars chez moi et de posséder un petit peu cet univers autour de moi. Et puis, mais c'est surtout chronique en fait, effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je peux pas m'empêcher d'acheter. Ce qui m'a intéressé, c'est le rapport entre identité et culture, c'est-à-dire comment des gens vont se définir au quotidien, non pas comme français, comme homme, comme femme, comme riche, comme pauvre, mais comme fan de Star Wars ou comme geek, comme fan de Star Trek. Je travaille sur tous ces types d'univers. Et donc, moi, ça m'intéresse de savoir, voilà, c'est des identités qui sont assez nouvelles, qui sont assez récentes, qui sont très liées aux années 70 où il y a eu un changement dans l'identité avec la contre-culture, les hippies qui voulaient se construire par eux-mêmes en dehors de tous les dictats. Et George Lucas est issu de cette contre-culture-là. Et donc cette idée de voilà, on se construit par ce qu'on fait, par ce qu'on est, par ce qu'on aime. Et donc je choisis qui je suis. Alors moi, ce qui vraiment m'excite, c'est vraiment c'est le produit en lui-même, c'est le jouet qui me rappelle mon enfance et de pouvoir recollectionner ces figurines dans leurs emballages d'origine. Et aussi ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les figurines françaises et européennes, puisque il y a un côté un peu nostalgique, c'est ce que j'ai eu quand j'étais petit. Il y a beaucoup de travail de recherche, donc c'est un peu une deuxième passion, c'est-à-dire il y a la passion, la collection. Et puis effectivement, donc acquérir ces objets. Et effectivement, il y a la passion de quelque part de faire un travail effectivement de recherche, de documentaliste, raconter l'histoire de tous ces produits. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'anime depuis quasiment 15 ans. Ça fait un peu 20 ans que je collectionne et un peu moins de 15 ans que vraiment je m'intéresse à l'histoire. Le geek, en gros, c'est l'érudit d'aujourd'hui. C'est-à-dire que par le passé, quand on avait quelqu'un qui était au 19e siècle amateur de culture antique, il connaissait à la fois toute la culture antique originale via les traductions ou les textes originaux, il parlait le latin, et il était capable de citer tous les auteurs récents ayant travaillé sur le sujet, il connaissait les dernières recherches archéologiques. Aujourd'hui, on a le même type de culture pour les geeks. Les gens vont connaître tous les réalisateurs, ils vont connaître la genèse des univers de science-fiction, ils vont savoir ce qui est le départ de ces univers. Si vous leur parlez de fantasy, ils vous parleront de Tolkien, ils vous parleront d'autres références qui sont très connues et appréciées dans le milieu. Et donc c'est ça la culture geek. La culture geek, en fait, ça n'est rien d'autre qu'une autre culture. C'est-à-dire ça n'est pas la culture classique qu'on a connue autrefois, c'est son successeur. Mon premier livre, en fait, Mécano tout Trilogo, Mécano, la gamme française et Trilogo, la gamme européenne. Donc c'est un livre que j'ai sorti en auto-édition en 2006, qui en fait présente en fait l'ensemble des figurines françaises et européennes. En France, donc c'était la société Miro Mécano à l'époque, et donc on se retrouve avec des figurines comme celle-ci, qui sont des figurines de 10 cm,
qui était le format universel, hein, qui est toujours d'ailleurs le format universel. Ce sont quasiment les mêmes figurines commercialisées dans tous les pays. Ce qui fait en fait la différence dans chaque pays, c'est l'emballage. Donc nous avons eu le droit effectivement à un emballage donc Gardes Étoiles, un emballage français. Donc cette figurine-là, c'est une figurine de 1979, enfin donc l'emballage. Et donc elle est très intéressante parce que ce format carré est un format exclusif à la France. Il n'y a aucun autre licencié dans le monde entier qui ait pu faire ce format de blister. Et donc c'est vraiment la carte peut-être la plus emblématique, la carte blister la plus emblématique de la gamme française. Donc maintenant ici on a 3 logos. Donc, parce que ce sont des blisters qui étaient fabriqués pour l'Europe, pour leur distribution en Europe. Donc on voit, on a un logo français, un logo espagnol et un logo anglais. Donc ça permettait en fait de réduire les coûts de production et d'avoir un produit vraiment uniformisé sur l'ensemble du marché. Donc on voit en plus Star Wars, c'est intéressant à d'autres points de vue. C'est aussi intéressant en termes marketing, pour les gens qui s'intéressent au marketing, parce qu'effectivement c'est Star Wars qui a inventé tout ça, avec tous les produits dérivés. Et puis on voit sur ce genre de produit, eh ben, on est en plein dans l'ère de la mondialisation et de l'uniformisation des produits tels qu'on le connaît aujourd'hui en fait. Là où il y a le plus de merchandising au monde, c'est Star Wars. Il n'y a pas d'autres licences qui fassent autant que Star Wars. Enfin, à l'époque, la Fox a refusé de prendre les droits sur les jouets. Lucas a été visionnaire là-dessus. Et du coup, il s'est fait sa fortune grâce aux toys, grâce au merchandising. Bien sûr qu'il y a eu du calcul très vite chez Lucas et les gens qui l'entourent parce qu'il a refusé par exemple de tuer Han Solo dans l'épisode 3 parce que ça allait tuer les ventes de jouets. Donc il y a des éléments comme ça qui sont clairement du calcul marketing, mais c'est justement ça qui fait la richesse de la culture geek, c'est qu'elle est toujours entre le mainstream, le grand marketing, le grand Hollywood, le grand méchant capitalisme, et en même temps des gens qui vont peindre le week-end en 3D, imprimer en 3D leurs figurines et les peindre ensuite avec leurs enfants. Et donc il y a de la créativité derrière. Donc il y a de la culture, il y a du marketing, c'est le monde dans lequel on vit et on n'y échappe pas. J'entends les réactions des gens qui viennent systématiquement en boutique, des personnes qui ont plus de 40 ans qui regardent ma vitrine de figurines vintage et qui me disent « si j'avais su, je les aurais gardées en boîte parce qu'aujourd'hui, je me paierais une voiture ». La première maquette de l'Étoile Noire, elle a été retrouvée par un collectionneur dans un vendeur de briquets de broc et il a payé ça peut-être, enfin il ne veut pas dire le prix, mais il a peut-être payé ça 10 $ et ça en vaut 100 000 quoi. Et voilà, chez lui, il a l'Étoile Noire, voilà. Il n'y a pas de best-seller, c'est vraiment en fonction de ce qu'on collectionne. Il y a autant des gens qui vont collectionner des porte-clés, qu'il y a des gens qui collectionnent des statues à 300 €, qu'il y a des gens qui collectionnent des figurines, qu'il y a des gens qui collectionnent, je sais pas moi, les moules à gâteaux, des choses comme ça. Donc il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de best-seller. Et à partir de ça, nous, on ne fait que revendre des produits officiels. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quel produit de la boutique, ça sera forcément un produit qui a été validé par Disney, que ce soit pour le marché européen, le marché mondial, le marché américain. Pourquoi une telle histoire a eu autant de succès et a été transgénérationnelle avec à la fois des jeunes, des vieux, des gens de toutes catégories sociales et comment on peut adhérer. C'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre quand on s'intéresse à comment on raconte des histoires, comment George Lucas a réussi à faire ce tour de force. C'est quasiment l'invention ou l'œuvre fondatrice de la pop culture. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de dire ça, mais voilà, je pense que toutes les époques ont eu... Après tout, c'est pas parce que c'est récent que ça vaut moins bien que... Enfin, l'idée selon laquelle... C'était l'idée de Hannah Arendt, ça, qui est un peu critiquable, que, en fait, une œuvre avait de la valeur quand elle était ancienne. Parce que comme c'est le critère de la durée pour elle, la culture, il faut qu'une œuvre ait duré et donc soit ancienne pour savoir si c'est vraiment culturel ou pas. Bon, bah, je suis désolé. Effectivement, ça fait tout de suite mieux de dire, de parler d'Homère ou de la légende du roi Arthur, ou de Siegfried, Lord du Rhin, Wagner, parce que c'est entré dans la culture. Mais peut-être que Lucas, qui aujourd'hui est vu comme un amuseur, sera considéré plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que l'œuvre s'est diffusée énormément. Sans commune mesure, la saga Star Wars est un moment culturel. Il y a un avant et un après Star Wars. Star Wars, si on le lit avec des yeux de culture classique, intègre une quantité de références classiques, de références mythologiques ou de références esthétiques venues de la culture classique. Quand George Lucas a lancé ce projet-là en 77, il
Il le dit lui-même, il l'a dit dans plein d'interviews, il s'est basé sur ce qu'il faisait vibrer, ce qu'il aimait. Il y avait le côté samouraï, donc qu'on retrouve plus ou moins dans le visuel du costume de Dark Vador, dans les principes des combats de sabre. Après, il l'a modernisé avec des sabres laser. Mais voilà, l'idée des combats de sabre, ça a été inspiré des films de gladiateurs. Le côté chasseur de primes, des choses comme ça, c'est des choses qu'il a retirées un petit peu du côté western. Donc voilà, il a pioché dans tous les univers qui lui étaient chers. Donc cette culture populaire qu'on a aujourd'hui, qui est un champ qui est très dense et qui a été un peu séparé artificiellement de la culture classique en France, peut être complètement rattaché à la culture classique. Ça, c'est un mouvement que font les Américains parce que pour eux, c'est évident. Parce que les gens qui créent cette culture populaire sont des gens qui ont une culture visuelle. Quand on crée un film, quand on crée un comics, quand on crée un manga ou n'importe quoi, généralement, on a fait des études d'art. Et ces études d'art vous ont confronté à tout l'art classique. C'est manifestement un film qui dépasse le cadre du simple film et qui s'est répandu dans la société. Il y a les fameuses phrases, côté obscur de la force. Il y a aussi alors des choses plus ou moins amusantes. Une gargouille en forme de Dark Vador dans une cathédrale à Washington. Des temples Jedi, plus ou moins, des religions, des partis politiques. Star Wars est déjà rentré dans le Louvre. Le casque original de Dark Vador a été exposé au Louvre il y a quelques mois par une de mes collègues. C'était super d'avoir ça au Louvre, quoi. Ça montre que voilà, Star Wars, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de la pop culture, c'est de la pop culture, mais c'est aussi de la culture avec un grand C, voilà. Oui, bien sûr, il y a toujours eu cette ambiguïté, et elle est beaucoup plus forte aujourd'hui, entre des succès geeks très mainstream, ce qui fait que du coup, voilà, les super-héros sont partout au cinéma, et donc oui, être geek, c'est normal. Et en même temps, les geeks veulent avoir une approche plus pointue. Donc il y a la culture geek qui a un succès, mais l'approche geek de la culture n'est pas encore partagée par tout le monde, et parfois ça peut être encore péjoratif. On va parler des gens qui jouent trop aux jeux vidéo, qui s'immergent trop dans ces mondes-là, qui confondent la réalité et la fiction, ce qui n'existe pas, mais il y a toujours ce fantasme-là. Donc on a toujours ça, alors que cette culture-là est partout et que tout le monde la connaît. Donc c'est toujours un peu paradoxal, mais bien sûr, il y a une forme de victoire générationnelle et culturelle qui est très forte. Donc voilà, non, je pense qu'effectivement, c'est l'œuvre qui a un peu défini la pop culture.